En 1963, Fritz Bauer, procureur général de Francfort, est sur le point d'atteindre enfin le but auquel il a consacré sa vie. Ouvrir en Allemagne le procès des crimes commis à Auschwitz. Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer. Ich glaube, dass die junge Generation in Deutschland bereit ist, die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit zu erfahren, die zu bewältigen ihren Eltern allerdings mitunter schwerfällt. En 1949, après 12 années d'exil, Fritz Bauer revient dans son pays, l'Allemagne. La République fédérale vient d'être proclamée. Dévastée physiquement et moralement, elle veut se reconstruire et oublier les atrocités dont le régime hitlérien s'est rendu coupable. Mais Fritz Bauer revient. Il veut confronter l'Allemagne tout entière à la vérité de son passé. Herr Dr. Bauer, haben Sie als Kind oder als junger Mann unter Antisemitismus zu leiden gehabt? Das erste, mich völlig unerwartet treffende Erlebnis war in der Elementarschule, in der ersten Klasse, als ich also etwa gerade 6 Jahre war. In der Pause fielen ein Teil meiner Schulkameraden über mich her und verprügelten mich. Und in diesem Zusammenhang rief da einer, oder vielleicht waren es mehrere, deine Eltern oder deine Familie haben Jesus umgebracht. Das hatte ich überhaupt nicht begriffen. Weinend ging ich nach Hause und erzählte es meiner Mutter, die mich zu trösten versuchte. Und damals mit 6 Jahren begann ich unter dem zu leiden, was man eigentlich heute Kollektivschuld nennt. Ich verstand es nicht. Und das war ein persönliches Erlebnis, hat übrigens auch dazu geführt, dass ich später eigentlich glaubte, auch im Juristischen das eine oder andere tun zu können. Fritz Bauer est né en 1903 à Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, dans une famille juive libérale. À 11 ans, interrogé sur le métier qu'il voudrait exercer plus tard, il répond « procureur général ». Fritz Bauer fera des études de droit. En 1928, nommé au tribunal de première instance de Stuttgart, il est le plus jeune juge d'Allemagne. Seul magistrat de sa juridiction, inscrit au Parti socialiste, Fritz Bauer s'engage contre la montée en puissance du parti nazi. Il est, avec son ami Kurt Schumacher, l'un des défenseurs les plus ardents de la démocratie. Il n'hésite pas à se mêler aux combats de rue pour s'opposer aux milices hitlériennes. Lorsqu'en 1933, Hitler accède au pouvoir, Fritz Bauer, opposant notoire, est arrêté en plein tribunal. Aucun de ses collègues n'a un geste ni une parole pour le défendre. Enfermé dans un camp de concentration de la région avec d'autres opposants politiques comme Kurt Schumacher, Fritz Bauer est libéré au bout de quelques mois. Mais les nouvelles lois raciales limitant l'accès des Juifs à la fonction publique lui interdisent désormais de travailler comme juge. Impuissant face à la violence de l'antisémitisme du régime nazi, il décide d'émigrer le plus rapidement possible. Après 2 ans de démarche, Fritz Bauer réunit enfin tous les papiers nécessaires et s'enfuit en Scandinavie. Il y restera 12 ans. Ce sont des années d'insécurité. Ce sont aussi des années d'intenses réflexions politiques et philosophiques sur le sens de la démocratie
de la justice, de l'état de droit. Il écrit de nombreux livres, et en particulier un essai intitulé « Les criminels de guerre devant la justice », dans lequel il anticipe dès 1944 sur ce que devra être, selon lui, la justice allemande d'après-guerre. La guerre est terminée. Nous sommes le 8 mai 1945. Le lendemain, Fritz Bauer se présente devant ses camarades exilés à Stockholm et tient un discours enflammé. Nous devons tous rentrer immédiatement en Allemagne. Nous devons reconstruire notre pays. Nous devons regagner la confiance du monde, celle que nous avons perdue. Et il constate qu'en effet, bon nombre de ses camarades rentrent en Allemagne et se voient proposer des postes intéressants. Willy Brandt se voit proposer par les Alliés de devenir le maire de sa ville natale. Kurt Schumacher, lui aussi un ami de Fritz Bauer, est désormais le président du SPD. Mais Fritz Bauer, lui, voit les Alliés lui claquer la porte au nez. Ils lui font comprendre que les Allemands ne sont pas encore prêts pour être dirigés par des politiciens juifs. Depuis son exil, Fritz Bauer observe les procès des principaux responsables du Troisième Reich qui se déroulent à Nuremberg et aux premières condamnations pour crimes contre l'humanité. Mais il pense que les crimes nazis ne doivent pas être jugés uniquement par la justice des Alliés, mais aussi par les tribunaux allemands. Il craint également que les condamnations prononcées contre les hauts responsables nazis n'exonèrent le reste de la population allemande de toute réflexion sur ses crimes et sa culpabilité. Même si, chacun dans leur zone d'occupation, les Alliés ont imposé des politiques d'épuration en soumettant tous les anciens fonctionnaires à des questionnaires très détaillés sur leurs activités sous le régime national-socialiste, Fritz Bauer sait que les sanctions sont rares et les interdictions professionnelles limitées. En 1949, 4 années après la fin de la guerre, plus déterminé que jamais, Fritz Bauer peut enfin rentrer dans son pays. Grâce à ses camarades du Parti socialiste, il obtient d'être nommé directeur du tribunal régional de Brunswick. La légende qu'on entendait beaucoup alors disait que les émigrants, ceux qui étaient partis à l'étranger, s'étaient vraiment fait la vie facile. Ils n'avaient pas besoin de se sentir responsables de ce qui s'était passé en Allemagne. Cette idée s'est traduite par un certain agacement, voire un certain ressentiment à l'égard des rémigrants. Et cela concernait bien sûr quelqu'un comme Fritz Bauer, qui, dès 1933, était entré en résistance. Les habitants de Brunswick, comme les juristes, ne voulaient pas qu'on leur rappelle ce qui s'était passé, ni leur culpabilité, ni leur part de responsabilité. Pour effacer le passé et se reconstruire, la République fédérale d'Allemagne choisit le silence. C'est dans ce climat que Fritz Bauer reprend ses fonctions de magistrat. Au tribunal, on lui présente ses collègues, procureurs, juges, assesseurs. Tous ont l'âge d'avoir travaillé dans l'Allemagne nazie. Ils ont juste retiré l'aigle et la croix gammée qui étaient sur leur robe et posé un autre code pénal sur leur bureau. Malgré leur hostilité, Fritz Bauer veut ouvrir le procès de l'Allemagne nazie. Un de mes amis, que Fritz Bauer avait incité également à devenir juriste, m'a raconté la chose suivante. Il était entré chez un antiquaire qui avait une toute petite boutique à Brunswick. Il y avait 2 personnes à l'intérieur, mais qui ne l'avaient pas remarqué. Elles étaient entre 2 rayonnages de livres. Et alors, il a entendu la phrase suivante. Pourquoi donc ne l'ont-ils pas gazé lui aussi? C'était ça l'ambiance. Fritz Bauer avait imaginé, pendant tout son exil, que les nazis perdraient la guerre
que l'antisémitisme serait alors totalement discrédité et que le fossé entre les Allemands juifs et non-juifs se refermerait. Et voilà qu'il est obligé de constater que c'est exactement le contraire. Qu'au fond, le fossé est plus grand que jamais, que beaucoup d'Allemands sont d'avis, surtout après ce que les Juifs ont subi, que les Juifs ne peuvent pas vouloir autre chose que se venger, et que les Juifs ne peuvent pas faire autrement que se sentir différents des autres Allemands. Il a beau mettre en avant son patriotisme, il a beau dire que nous les Allemands, nous devons reconstruire. Il est écarté et perçu comme quelqu'un qui ne peut que défendre des intérêts personnels, différents, qui ne peut pas sincèrement vouloir agir dans l'intérêt de tous les Allemands. Je crois que c'est ce qui rend d'autant plus important, d'autant plus remarquable au regard de l'histoire, qu'il ait réussi à mettre en œuvre le procès Rémer à Brunswick. Le procès le plus important, c'est évidemment le procès d'Auschwitz. Sans lui, le procès d'Auschwitz n'aurait pas vu le jour. Mais le prologue le plus important, et là je pèse mes mots, c'est le procès Rémer en 1952. Pour comprendre l'affaire Rémer, il faut remonter au 20 juillet 1944. Ce jour-là, une bombe déposée par le lieutenant-colonel von Stauffenberg, explose au quartier général d'Hitler. Hitler survit à l'attentat. Officier de la Wehrmacht et commandant du bataillon de la garde à Berlin, Rémer a arrêté les responsables de l'attentat. Son action a été déterminante pour écraser le coup d'État. Il a été immédiatement promu colonel. La propagande nazie en fait une star. Après-guerre, Rémer fonde un parti néo-nazi et se fait élire avec quelques collègues au Parlement régional de Basse-Saxe. Rémer mène entre autres campagne contre les conjurés du 20 juillet, qu'il insulte à longueur de meeting. Il prétend qu'ils sont des traîtres à la patrie. En Allemagne, au sein de la population, la plupart des citoyens traitaient encore de traîtres les résistants du 20 juillet. Et aucun juge, aucun avocat général ne voulait se saisir de l'affaire et inculper Rémer. Fritz Bauer reçoit une plainte sur son bureau parce que quelqu'un a entendu ce discours et a pris cela comme une injure. Et en Allemagne, l'injure est un délit qui peut mener en justice. Fritz Bauer reçoit donc cette plainte. Il faut dire maintenant que, dans l'échelle des délits, l'injure ne représente qu'un tout petit délit. Personne ne va en prison pour injure. Et normalement, l'injure ne fait pas partie des affaires dont s'occupe un procureur de haut rang comme Fritz Bauer. Fritz Bauer utilise alors une petite ruse juridique. Il décide de requalifier l'injure en diffamation. La diffamation, c'est l'un des paragraphes du Code pénal, est avérée quand ce qui est affirmé n'est pas vrai. Cela donne à Fritz Bauer l'occasion de demander à un tribunal de répondre à une question cruciale. Est-ce que la résistance au sein de la Wehrmacht, les gens qui ont commis l'attentat contre Hitler, agissaient contre les intérêts du peuple allemand ou bien agissaient dans l'intérêt du peuple allemand? Im Oberlandesgericht Braunschweig wurde ein Prozess gegen den ehemaligen Generalmajor Rémer geführt, der in der exzentrischen Manier der pathologischen Fälle in der Politik durch schwere persönliche Angriffe auf die Männer des 20. Juli immer wieder von sich reden machte. Alexander von Hase, der Sohn des von Hitler hingerichteten Generals mit dem Bild seines Vaters. Im Prozess war Rémer eine unwichtige Figur. Die Juristen setzten sich über das politische und Rechtsproblem des 20. Juli auseinander. Fritz Bauer invite, ce qui est tout à fait inhabituel pour un petit procès comme celui-là, toutes sortes d'experts, des gens d'église, des historiens, des experts militaires, et il décide que l'audience durera 5 jours, juste pour traiter cette petite affaire d'injure qui, sur le plan juridique, ne représente que très peu de choses. Fritz Bauer parvient, dans son petit tribunal, aux confins de l'Allemagne de l'Ouest, à embarquer, pour ainsi dire, toute la société et à déclencher un débat qui aura de grandes répercussions. Ce fut un procès crucial dans l'histoire de la République fédérale qui a fait de lui
peut-être même du jour au lendemain, c'était en 1952, donc assez rapidement après son retour, un procureur général connu mais aussi très controversé. Il avait lui-même prononcé le réquisitoire lors de ce procès, ce qui en soi était déjà inhabituel. Il tient un discours enflammé, un réquisitoire de 10 pages, dans lequel il explique que pour des raisons morales, pour des raisons liées aux traditions allemandes, Stauffenberg a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il a même par moments argumenté de façon un peu trop avantageuse pour Stauffenberg, avec l'espoir d'interpeller, de faire réagir l'ensemble de la société, et de permettre aux anciens soldats, ceux qui étaient dans la Wehrmacht, d'accéder au nouveau système, à la démocratie. Il s'était tellement investi qu'à la fin de son réquisitoire, il a oublié de demander une peine. Ce qui montre bien que pour lui, la seule chose qui comptait, c'était que soit établi une fois pour toutes que ça avait été un état de non-droit. Au cours de ce procès, une phrase décisive a été prononcée par Fritz Bauer. On ne pouvait absolument pas trahir le Reich allemand, la population allemande, car ils avaient déjà été radicalement trahis par leurs gouvernants. Et un peuple qui a été trahi à ce point, comme à l'époque le peuple allemand, ne peut donc pas commettre un crime de haute trahison. Unique en son genre, le procès Rémer est le procès le plus important en Allemagne depuis les procès de Nuremberg. En mettant le système nazi au banc des accusés, Fritz Bauer ouvre aux Allemands une perspective différente sur leur histoire. Il se sert de ce petit procès pour souligner un point, que l'on retrouve d'ailleurs dans tous ses procès, et qui est un peu le fil rouge de toute son action. Ça tient en une phrase. Tu dois dire non. Lorsque ton supérieur t'ordonne de faire quelque chose de criminel, lorsque le législateur t'impose de faire quelque chose de criminel, alors il est de ton devoir de t'y opposer. Les années qui suivent le retour de Fritz Bauer sont celles du fameux miracle économique allemand. Le chancelier de la Nouvelle République, Konrad Adenauer, œuvre pour ancrer le nouvel État dans l'Europe. Son message est clair. Il faut laisser le passé au passé. Il faut dire que, dès le début de la République fédérale, on trouve dans le proche entourage du chancelier Adenauer des anciens nazis, dont le juriste Hans Globke. Globke a activement participé à l'élaboration de nombreuses lois raciales ayant abouti à l'extermination des Juifs. Personne, ni Adenauer, ni les alliés occidentaux, ne peut ignorer le passé de cet homme. Et pourtant, malgré les critiques et les controverses, Konrad Adenauer n'hésite pas à nommer l'ancien nazi Globke au secrétariat d'État à la chancellerie, un poste clé dans la Nouvelle République. En mettant Globke à la tête de la chancellerie, peut-être Adenauer a-t-il voulu suggérer aux millions d'anciens nazis qu'ils pouvaient être réintégrés au sein de la société nouvelle. Globke devient la figure emblématique de l'échec de la dénazification. Selon un sondage de 1946, à la question « Le national-socialisme était une bonne idée qui a seulement été mal appliquée », 40% de la population répondait par oui. En 1952, à la même question, le national-socialisme était une bonne idée qui a été mal appliquée. Là, ils étaient déjà 52% à approuver. Dès 1952, 53, 54, nous avons des vagues d'amnistie, où des gens sont officiellement réembauchés dans la fonction publique, alors qu'auparavant, cela leur a été interdit à cause de leur passé nazi. Les quelques rares procès qui ont lieu sont terminés. Et au fond, il y a un grand calme qui s'installe, comme si il ne s'était presque rien passé. Grâce à l'écho médiatique du procès Rémer, Fritz Bauer est connu dans toute l'Allemagne. Willy Brandt, étoile montante des sociaux-démocrates, voudrait le faire venir à Berlin. Mais Georg Augustin,
le ministre-président du Land de la Hesse, lui aussi un ancien camarade de lutte de Fritz Bauer, est plus rapide. En 1956, il nomme Fritz Bauer procureur général à la Cour régionale de Francfort. Comprenez bien, à Brunswick, Fritz Bauer avait une petite équipe, une poignée de collaborateurs. Ici, à Francfort, il a sous ses ordres 199 procureurs. À Brunswick, il dirigeait la plus petite juridiction de toute l'Allemagne de l'Ouest. À Francfort, il dirige la plus grande. Il est maintenant le numéro 1 de tous les procureurs généraux d'Allemagne de l'Ouest. On l'encourage à continuer son action politique et surtout, on lui donne les moyens d'agir. Dès son arrivée à Francfort, Fritz Bauer lance des poursuites contre Josef Mengele, le médecin d'Auschwitz, Martin Bormann, le bras droit d'Hitler, ou Adolf Eichmann, le responsable logistique de l'extermination des Juifs. Il engage des centaines de procédures et émet des mandats d'arrêt contre de nombreux criminels nazis, petits ou grands. Mais, du fait de collaborateurs déloyaux, les criminels nazis sont souvent prévenus. Et quand l'équipe de Fritz Bauer arrive pour les arrêter, ils ont pris la fuite. Es gibt also noch Mörder, die nicht gefunden sind. Aber ich glaube, wir haben in der Bundesrepublik seit 1945 einiges getan. Au total, dans le Land de la Hesse, 2024 personnes ont été poursuivies. 942 d'entre elles ont été condamnées. Seit etwa 3-4 Jahren beschäftigen wir uns nunmehr nicht mehr vorzugsweise mit den Dingen, die in der Bundesrepublik selber geschehen sind, sondern mit den Großkomplexen im Osten. À la fin des années 50, en Allemagne de l'Ouest, le nom d'Auschwitz n'évoque pas grand-chose. La guerre froide et la rupture entre les deux blocs occupent les esprits. Une grande majorité d'Allemands semble ignorer tout de l'existence des camps de la mort en Pologne, et particulièrement de l'assassinat industriel par gazage. Des romans de Günter Grass, Heinrich Böll et Uwe Johnson commencent à thématiser la culpabilité allemande et s'interrogent sur l'état nazi. Mais aucun des trois auteurs n'aborde encore frontalement la question de l'assassinat des Juifs, des Tziganes, des homosexuels et des malades mentaux. Ce n'est qu'en 1958 qu'un changement s'opère. Le ministère de la Justice crée l'Office central de Ludwigsburg pour enquêter sur tous les crimes perpétrés par les nazis. Meine Damen und Herren, wir wollen untersuchen, wie viel von der Vergangenheit in der Bundesrepublik wirklich vergangen ist. Wer unter Hitler Verbrechen beging, fürchtet dieses Haus. Wer unter Hitler gelitten hat, schätzt es. Hier liegt die Vergangenheit unter der Lupe der Juristen. Hier werden Verbrechen aus vergilbten Akten gefiltert, hier werden Verbrecher gesucht, gefunden und registriert. Hier werden Gräuel bearbeitet. Die Zentralstelle Ludwigsburg ist das juristische Gewissen der deutschen Nachkriegsdémocratie. L'Office central de Ludwigsburg ne peut pas engager lui-même des poursuites et doit transmettre ses dossiers au parquet compétent, désigné en fonction du lieu de domicile des inculpés. Les criminels, quand ils sont déférés devant la justice, le sont dans le cadre de petits procès disséminés dans toute l'Allemagne. C'est contre cette individualisation des responsabilités que Fritz Bauer se bat. Il est persuadé que seul le procès d'un grand complexe d'extermination permettra la prise de conscience par l'Allemagne de la réalité du système de mise à mort. C'est à ce moment-là que le hasard joue en sa faveur. Un journaliste lui remet des documents recueillis à la fin de la guerre par un survivant d'Auschwitz. Une liste de SS ayant participé à des exécutions permet à Fritz Bauer d'obtenir de la Cour fédérale de justice que soit attribuée au tribunal de Francfort l'instruction du procès d'Auschwitz. Il met alors en place une équipe de juristes suffisamment jeunes pour ne pas être compromis avec le nazisme. Heinz Dux prendra en charge le dossier d'instruction. Hans-Joachim Kügler, Georg Friedrich Vogel,
et Gerhard Wiese s'occuperont des poursuites. Les 4 jeunes gens sont maintenant responsables de l'instruction du dossier Auschwitz. Il s'agit d'établir des preuves et de trouver des pièces à charge. Pour identifier un suspect, ce sont des mois et des mois de recherche dans les annuaires, les registres des caisses de retraite ou ceux de la sécurité sociale. L'équipe mise en place par Fritz Bauer ne peut pas faire confiance aux autres magistrats et est obligée de travailler dans le plus grand secret. Il y a une histoire concernant Fritz Bauer qui résume brièvement, mais de façon très concrète, le personnage. Fritz Bauer reçoit une lettre d'un certain Lothar Hermann, un Allemand juif exilé en Argentine. Celui-ci lui confie qu'il a découvert où se cache Adolf Eichmann, sous un faux nom. C'est une information incroyablement précieuse. Ça fait des années que Fritz Bauer recherche Eichmann. On vient de lui fournir un indice capital. Que faire avec cette information? Normalement, un procureur a des consignes très claires. Il doit engager une procédure. Mais Fritz Bauer, tout procureur qu'il était, savait qu'il ne pouvait pas emprunter la voie légale. Parce qu'ouvrir une information judiciaire, mettre ses collaborateurs dans la confidence, aurait très certainement eu pour conséquence que Eichmann aurait été averti. Fritz Bauer a donc dû décider tout seul de ce qu'il allait faire de cette information. Et il a choisi de ne pas emprunter la voie légale, mais de s'adresser plutôt au service secret israélien, au Mossad. שאני מפחד אפילו שתהיה דליפה אפילו מהמנגנון שלי, מהמנגנון של התובע הכללי. ולא רק זאת, אני לא סומך על זה, על מערכת המשפט הגרמנית, כפי שהיה באותה תקופה, זה היה הרי ב-1957-8, מה שאני מספר עכשיו. Ce qu'a fait Fritz Bauer était illégal et condamnable. À ce moment-là, il a risqué sa carrière, sa liberté. Si on avait su qu'un procureur allemand avait dénoncé un citoyen allemand auprès d'un service secret étranger pour que celui-ci le kidnappe, cela aurait mis immédiatement fin à sa carrière. Le Mossad attendra la mort de Fritz Bauer pour révéler à l'Allemagne son rôle dans l'arrestation d'Eichmann. Kidnappé à Buenos Aires, Eichmann est présenté en 1961 devant la justice israélienne. Le procès Eichmann a été suivi dans le monde entier. Il marque un véritable tournant dans le récit du génocide des Juifs d'Europe. Fritz Bauer aurait préféré que ce procès ait lieu en Allemagne. Il avait en fait eu l'espoir que, de cette façon-là, Eichmann soit extradé en Allemagne et que, grâce à un accord avec les Israéliens, son procès puisse éventuellement avoir lieu à Francfort. Et Fritz Bauer pensait que c'est ce qui aurait dû être fait, qu'il était beaucoup plus important que les Allemands soient confrontés à cette histoire plutôt que n'importe quel autre peuple. Il aurait aimé qu'un procureur allemand dise « Au nom du peuple allemand, du droit allemand, nous condamnons ces crimes ». Il a énormément regretté que le gouvernement ne joue pas le jeu. En 1961 paraît en Allemagne la traduction de « Si c'est un homme » de Primo Levi, un survivant d'Auschwitz. Le livre amorce un tournant dans l'opinion publique. La société allemande commence à prendre conscience des crimes perpétrés à Auschwitz. Mais la République fédérale est divisée entre conservateurs et socialistes, entre ceux qui ont vécu la guerre et ceux qui sont nés après. L'Allemagne aussi est divisée. Un mur coupe désormais Berlin en deux. À l'Est, la République démocratique se considère comme la bonne Allemagne. Communiste et donc opposante à Hitler, elle ne se sent pas concernée par les crimes perpétrés par les nazis. La guerre froide est à son paroxysme.
Les relations entre l'Allemagne fédérale et les pays du bloc communiste sont inexistantes. Or, les documents importants concernant Auschwitz se trouvent dans les archives de Berlin-Est, Varsovie ou Moscou. Ils sont donc inaccessibles. Au tribunal de Francfort, de nombreux dossiers piétinent. Fritz Bauer doit renoncer à la procédure qu'il voulait lancer contre le secrétaire d'État Globke. Cependant, le dossier d'Auschwitz progresse. Fritz Bauer traite officieusement avec le procureur général de Berlin-Est pour obtenir des documents concernant Auschwitz. Hermann Langbein, secrétaire général du comité international d'Auschwitz, le met en contact avec de nombreux anciens déportés. Die Sachbearbeiter waren Boger, Broat, Dilewski und noch andere SS-Leute. Le travail de l'instruction est très éprouvant. Jour après jour, mois après mois, Fritz Bauer et son équipe de procureurs recueillent les témoignages des rescapés d'Auschwitz, juifs et non-juifs. Les jeunes magistrats découvrent avec effroi les horreurs commises. Et toujours, l'administration judiciaire persiste à ralentir la constitution du dossier. Le juge d'instruction Heinz Dux, après avoir attendu pendant 9 mois les crédits pour se rendre en Pologne et entreprendre une visite du camp, décide de s'y rendre à ses propres frais. Le 20 décembre 1963, après 5 années d'instruction, Fritz Bauer et son équipe de procureurs atteignent enfin leur objectif: confronter le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz à la justice allemande. 22 anciens membres du personnel du camp vont être jugés. Le procès durera presque 2 ans. Vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. In dieser Sache werden folgende Angeklagten aufgerufen: Herr Robert Karl Ludwig Mulka. Karduk. Pourquoi 20 accusés? Pourquoi ces 20 accusés-là? Pourquoi pas d'autres? On estime aujourd'hui qu'il y a eu à Auschwitz environ 7000 hommes de la SS qui se sont rendus coupables. C'est toujours arbitraire, quel que soit le nombre d'accusés. Pour un aussi grand nombre de criminels, il serait tout aussi arbitraire d'en juger 77 ou 770. Ce n'est qu'une petite représentation, un échantillon. Du point de vue de Fritz Bauer, ce qui est important, c'est que cet échantillon soit représentatif, qu'il soit composé de manière à illustrer l'ensemble, le tout, parce que ce tout, on ne peut pas le faire entrer dans une salle d'audience. À la télévision, Fritz Bauer s'explique. Und die Frage, also das will ich Ihnen sagen, ist doch nicht nur eine Frage der 22. Das ist doch die Frage für 50 Millionen Deutsche, oder genauer gesagt für 70 Millionen. Also ich meine, die 22 sind wirklich ja nur die nun ausgewählten Sündenböcke. Es gab in Auschwitz 5500 Wachmänner. Das Problem Auschwitz, da sind wir uns vielleicht wahrscheinlich einig, beginnt nicht erst an den Toren von Auschwitz und Birkenau. Fritz Bauer était plus intéressé par la dénonciation du rôle joué par le camp d'Auschwitz dans le programme génocidaire allemand que par la poursuite individuelle de personnes impliquées dans son fonctionnement. Mais il n'était pas du tout certain que le tribunal allait le suivre dans cette direction. Über jeden Tag des Auschwitz-Prozesses wird in deutschen und ausländischen Zeitungen berichtet. Journalisten werden ihres undankbaren Geschäftes nicht müde, den Deutschen und der Welt die Wahrheit über Auschwitz mitzuteilen, so wie sie sich hier in Frankfurt vor dem Gericht zu erkennen gibt. Sorgfältig registriert das Ausland, wie wir mit dieser Belastung fertig werden.
Der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer, hartnäckig auf südamerikanischen Spuren des Lagerarztes Dr. Mengele, arbeitete unermüdlich am Zustandekommen dieses Verfahrens. Der Auschwitz-Prozess soll uns Deutschen in Deutschland, aber auch in der Welt zeigen, dass ein neues Deutschland, eine deutsche Demokratie gewillt ist, die Würde eines jeden Menschen zu wahren. Der Prozess soll weniger in die Vergangenheit schauen, sondern in die Zukunft weisen. Oui, et ensuite le procès a alors commencé, comme n'importe quel autre procès. Les prévenus ont été entendus, et ensuite nous avons commencé l'audition des témoins. Les témoins venaient d'une multitude de pays différents, de Pologne, de Russie, de Tchécoslovaquie, de France, de Belgique, d'Israël. Pour beaucoup de témoins, c'était la première fois qu'ils venaient, ou en tout cas revenaient dans l'Allemagne de l'après-guerre. Et dans un premier temps, ils n'entendaient parler qu'allemand. Fritz Bauer et les procureurs avaient réussi à convaincre 211 anciens détenus d'Auschwitz de venir témoigner à Francfort. Ces femmes et ces hommes se retrouvaient face à leurs bourreaux, et dans des conditions particulièrement difficiles, disait l'histoire, dans le seul but d'apporter la preuve de la culpabilité des inculpés. Les survivants racontaient, souvent pour la première fois, ce qui leur était arrivé là, à eux et à leurs proches. C'est aussi la première fois qu'en Allemagne était évoqué, avec autant de précision et autant de détails, le processus de l'extermination de millions de personnes. L'histoire était désormais racontée par ceux qui l'avaient vécue. Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass ich das, was Sie aussagen, auf ein Tonband nehme zum Zwecke der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Jawohl. Pour la première fois, 20 ans après les crimes, la jeunesse allemande entendait ce qu'avait été la machine de mort. La chape de plomb qui écrasait le pays se fissurait. Il y avait déjà eu d'autres procès. Il y a eu en 1958 à Ulm le procès des Einsatzgruppen, les commandos de la mort, au cours duquel des hommes coupables de génocide avaient été traduits en justice. Il y a eu tout un tas de petits procès, mais ce qu'il n'y a jamais eu auparavant, c'est un grand procès qui sensibilise le grand public, qui mobilise la presse et qui interpelle vraiment toute la société allemande. Si une partie de la société ouest-allemande accepte de se pencher sur son passé, le procès réveille aussi de vieux démons. Les lettres chargées de haine, d'insultes et de menaces contre Fritz Bauer remplissent des corbeilles entières. La salle d'audience du procès est fouillée tous les jours pour détecter des bombes éventuelles. Le téléphone chez Fritz Bauer sonne toutes les nuits et les gens l'insultent avec des propos antisémites. On le soupçonne en tant que juif de vouloir se venger. Fritz Bauer, très controversé, personnifie le travail de mémoire. Il est le juriste le plus haï d'Allemagne. Ich habe das Gefühl, dass das deutsche Volk vor allem die Gegenwart und die Zukunft zu bewältigen hat und sich nicht mit vielleicht noch 5 außerhalb des Irrenhauses befindlichen Nazis befassen sollte. Ich glaube, es gibt eine ganz große Gefahr, die dem deutschen Volk sich sehr drastisch gegenüberstellt, und diese Gefahr hat auch einen großen Teil unseres Vaterlandes erfasst. Ich halte es für absurd, hier abzurechnen mit einem Phantom. En 1965, 20 ans après la fin de la guerre, la prescription des crimes nazis menace. Un débat acharné oppose les Allemands. Les instituts de sondage indiquent que 50% des Allemands souhaitent tirer un trait sur le passé. 60% déclarent même être pour la prescription.
le désir d'amnistie est majoritaire dans la population. Mais le Parlement réussit à trouver une échappatoire. Il décide de compter les années à partir de la fondation de l'État en 1949. Falls keine weiteren Fragen sind, hätte ich noch eine Frage in Gegenwart des Zeugen an den Angeklagten Mulka. Bitte schön. Ich frage Sie nun, ob Sie davon gewusst haben, dass die Leute mit den Lastkraftwagen zu den Gaskammern Davon bekam ich keine Kenntnis. Und wie können Sie erklären, dass Ihnen das verheimlicht worden ist? Nachdem Sie das heute alles erst erfahren? Es lag keine Veranlassung vor, da ich mit Schutzhaftlager und Häftlingen nichts zu tun hatte. Das ist ja eine Sache der Vergasung gewesen und die hat mit dem Schutzhaftlager doch wohl kaum etwas zu tun gehabt. Das hat auch mit Vergasung nichts zu tun, Herr Staatsanwalt. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Ich frage nicht, ob Sie etwas damit zu tun hatten. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Ich bekam keine Kenntnis davon. Insoweit habe ich es nicht gewusst. Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu transportieren? Nein, man fragte mich nicht danach. Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen? Nein! Jetzt muss ich noch etwas sagen, bitte sehr. Ich habe gelesen hier in Zeitungen, dass die Herren hier sagen, dass sie haben nicht gewusst, was eigentlich in Auschwitz war. Ich muss Ihnen erklären, bitte schön, dass im zweiten Tag, wenn ich dort war, ich habe schon alles gewusst. Aber nicht nur ich. Dieser kleine Bursch, bitte, das ist 16 Jahre alt. Der heißt Andreas Rapaport. Er war im ersten Barack. Er hat mit Blut geschrieben, ungarisch. Andreas Rapaport gelebt 16 Jahre. Nach 2 Tagen, bitte, er hat mir geschreit, Onkel, ich weiß, dass ich muss sterben. Sag für meine Mutter, dass bis letzten Moment habe ich auf ihn gedacht. Bitte, dieser kleine Bub, das hat gewusst, was dort ist. Und die haben nicht. Also zu den Träumen der Frankfurter Staatsanwälte gehörte eigentlich die Vorstellung, dass früher oder später einer von den Angeklagten auftreten würde und sagen würde, Herrn Zeuge, Frau Zeuge, was damals geschehen ist, war furchtbar. Es tut mir leid. Es wird nicht mehr geschehen. Ein menschliches Wort. Ich muss Ihnen sagen, seit dem Dezember 1963 waren die Staatsanwälte das einer der Angeklagten, also einer der unmittelbar Betroffenen, ein menschliches Wort zu den Zeugen und Zeuginnen findet, die überleben, nachdem ihre ganzen Familien ausgerottet sind. Ich glaube, Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen derer, die in Auschwitz gefallen sind, und die Luft würde gereinigt werden, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiele. Wenn man sich vorstellt, il faut comprendre que quand les spectateurs entraient dans cette salle, ils voyaient des hommes qui étaient tous habillés pareil, qui avaient les mêmes coupes de cheveux, les mêmes lunettes, plus ou moins le même âge. Quand on avait entendu parler de ce procès qu'au travers des journaux et qu'on s'attendait peut-être à tomber sur des monstres avec des balafres sur le visage, alors on était très surpris de constater que c'étaient des gens tout à fait ordinaires. Et c'est justement cette ambiguïté qui est au cœur de ce qui est apparu clairement lors du procès. Dans la société allemande, il y avait beaucoup d'employés de banque tout à fait ordinaires, de commerçants, de fonctionnaires de la poste, mais tous avaient une histoire.
Il suffisait d'y regarder d'un peu plus près pour la découvrir. C'est ce qui est apparu lors de ce procès, et ça a été un choc pour de nombreux observateurs, notamment pour les plus jeunes qui tout à coup se sont demandé, lorsqu'ils voyaient un fonctionnaire, même sans balafre, même avec une apparence tout à fait normale, ce qu'il avait bien pu faire. C'est ça la très grande force de ce procès. Et c'est pour cette raison qu'il a eu un tel impact sur la société allemande. Il revenait alors au procureur de requérir les peines. Mais avant, nous avons eu une discussion avec Fritz Bauer qui a abouti à la conclusion qu'il faudrait requérir en insistant pour que la globalité d'Auschwitz, y compris les nombreux camps annexes, soit considérée comme une entité et que quiconque ayant travaillé là-bas, de quelque manière que ce soit considéré comme un rouage, petit ou grand, du processus d'extermination. En 1965, le droit allemand ne qualifiait de meurtre que l'acte de donner la mort avec préméditation, en pleine connaissance de cause. Il ne permettait pas de poursuivre pour meurtre un crime commis sur ordre. Dans ce cas, l'inculpé n'était pas tenu pour responsable. Il pouvait tout au plus être condamné pour complicité de meurtre. Or, Fritz Bauer tenait à ce que les chefs d'accusation soient les mêmes pour tous les prévenus, quelle que soit leur responsabilité, qu'ils aient été officiers, simples soldats, médecins, gardiens ou bureaucrates. Quiconque avait participé à un meurtre était coupable de meurtre. Qu'il ait donné l'ordre sans quitter sa table de travail, tenu le revolver ou seulement surveillé la scène de crime. Tous ceux qui avaient participé au fonctionnement de l'immense machine de mort en étaient responsables et coupables de meurtre au premier degré. Le 19 août 1965, le verdict est enfin rendu. Robert Mulker, ehemals Adjutant des berüchtigten Auschwitz-Kommandanten Höss, von der Spruchkammer Hamburg als entlastet eingestuft, heute wegen Beihilfe zum Massenmord in mindestens 3000 Fällen zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Mulker, mit 70 Jahren der älteste der Angeklagten, war für die gesamten Vergasungsanlagen in Auschwitz verantwortlich. Klaus Dülewski, als Gestapo-Mann in der politischen Abteilung von Auschwitz bei Massenerschießungen an der Schwarzen Wand beteiligt. Seine Strafe 5 Jahre Zuchthaus. Dr. Franz Bernhard Lukas, Frauenarzt aus Elmshorn, schickt als Lagerarzt auf der Rampe von Birkenau mindestens 4000 nicht arbeitsfähige Häftlinge in den Gastod. Dafür erhält er 3 Jahre, 3 Monate Zuchthaus. Peri Broat, Gestapo-Mann, hat ebenfalls Häftlinge an der Schwarzen Wand erschossen. Wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 2022 Fällen 4 Jahre Zuchthaus. Ainsi donc, la cour d'assises n'avait pas suivi les réquisitoires des procureurs et avait décidé de considérer chaque prévenu individuellement. Les personnes ayant participé aux exécutions et au gazage de milliers de déportés n'ont été poursuivies que pour complicité de meurtre et n'ont été condamnées qu'à des peines de prison modérées parce qu'elles s'étaient contentées d'obéir aux ordres. En revanche, ceux dont on a pu prouver qu'en plus d'obéir, ils avaient commis des crimes d'initiative, comme battre à mort des prisonniers sans en avoir reçu l'ordre, ont été condamnés à la perpétuité pour meurtre. Ceux pour lesquels il n'y avait aucun témoin oculaire pouvant prouver leur présence sur la rampe de sélection, tel le dentiste Willy Schatz, ont été acquittés et relaxés. Quant au SS, responsable du vestiaire du camp, il a été relaxé pour manque de preuves. Auschwitz n'a donc pas été jugé comme un tout, ce que Fritz Bauer a profondément regretté. Fritz Bauer pensait qu'en refusant de retenir la notion de responsabilité collective, le verdict permettait à l'opinion publique
de se raccrocher à l'idée qu'une minorité de monstres avait été responsable et que les autres n'avaient fait que suivre. Comme si les Allemands, durant ces années, n'avaient eu d'autre choix que d'appliquer les ordres. Mais comme l'a dit Fritz Bauer, la réalité était autre. Il y avait de virulents nationalistes, des impérialistes, des antisémites haineux à l'égard des Juifs. Sans eux, Hitler aurait été impensable. On me pose souvent la question de savoir si les efforts de Fritz Bauer ont été couronnés de succès ou s'il avait échoué. Je répondrai en fait toujours par oui et par non. Ces efforts ont été couronnés de succès dans la mesure où il a réussi à faire comparaître Eichmann devant un tribunal et à faire juger Auschwitz. Il a déclenché la discussion, il a déclenché le débat public. Je veux dire par là que le procès d'Auschwitz, nous en parlons encore aujourd'hui. Quand on parle avec des gens qui ont suivi cela à l'époque, ça a été comme une bouffée d'air frais. Pendant toutes ces années, on n'avait pas vraiment pu parler des crimes nazis. On n'en parlait pas à table, en famille. On ne pouvait pas non plus en parler avec les instituteurs ou avec les professeurs. On refoulait. Mais grâce à ce procès, ces choses-là ont subitement pu être abordées de façon très détaillée. Et surtout, on ne se contentait pas de parler des crimes nazis sous forme de chiffres et de faits, comme dans un livre d'histoire, mais on employait pour les décrire le mot « crime ». C'est là la spécificité d'un tribunal par rapport à un musée. Un jugement clair a été formulé, qui a établi que les actes commis étaient des crimes, que ceux qui y avaient participé l'avaient fait de leur plein gré, et que de ce fait, ils étaient coupables. Bauer aurait dit que cela ait été rendu public, ce qui pendant si longtemps avait été tu. C'est un résultat dont je n'aurais pas osé rêver en tant que rémigrant à mon retour en Allemagne. À l'automne 1965, 2 mois après le procès, a lieu la première de la pièce de théâtre de Peter Weiss, L'Instruction. Le texte s'appuie sur les procès-verbaux des audiences. Représentée presque simultanément dans 15 villes, ouest et est allemandes, la pièce intensifie le choc provoqué par le procès dans la société. Le théâtre et l'art prennent le relais. Un vaste travail de mémoire s'amorce. Es wird danach von allen westdeutschen Rundfunkanstalten als Hörspiel und vom Norddeutschen Rundfunk als Fernsehspiel im ersten Fernsehprogramm gesendet werden. Dans les années qui suivent, la jeunesse commence à demander des explications à la génération des pères. Fritz Bauer multiplie les interventions, colloques, prises de parole publiques autour des notions de désobéissance et de résistance dans le passé et le présent. En poursuivant ces multiples instructions, Fritz Bauer découvre des documents prouvant l'implication dans les crimes nazis de certains hauts magistrats toujours en fonction. Il voit là l'occasion d'organiser enfin un grand procès des juristes qui, ayant collaboré avec le régime hitlérien, ont continué leur carrière sans être inquiétés. Il instruit un dossier et transmet les preuves selon la procédure à la Cour fédérale de justice. Mais le 1er juillet 1968, Fritz Bauer est retrouvé mort dans sa baignoire. Toutes les théories ont été élaborées, mais il est possible que sa fragilité cardiaque soit la cause de son décès. Quoi qu'il en soit, le procès des magistrats allemands impliqués dans le nazisme n'aura pas lieu. Son successeur enterre le dossier. Ein großer Dichter Deutschlands hat einmal seinen Mitmenschen und Mitbürgern in Deutschland ins Stammbuch geschrieben. Handwerker sehe ich, aber keine Menschen. Denker sehe ich, aber keine Menschen. Priester sehe ich, aber keine Menschen. Herren und Untertanen,
aber keine Menschen. Mit dem Dichter rufen die Opfer der furchtbaren Jahre 1933 bis 1945. Seid nicht nur Handwerker, nicht nur Herren und Untertanen. Seid Menschen, Menschen, Menschen.